Tout a commencé par un léger bruissement derrière le paravent et un bref grincement de plumes lorsqu'elle a mis un point final. La pièce sentait la cire et les herbes séchées, et il semblait que les murs eux-mêmes gardaient le souvenir de chaque jour passé dans la cour. Elle leva la tête, écouta les pas dans le couloir lointain, et comprit que la nuit n'avait une fois de plus apporté ni silence, ni nouvelles ombres. Je salue les spectateurs. Je suis heureux que vous soyez là, et je vous invite à écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. Anna était la fille de l'empereur et s'était habituée au bruit des pas étrangers comme au bruissement des pages. Elle tenait une chronique, non pas pour la gloire, mais parce qu'elle considérait comme son devoir de noter ce que voyait le trône et comment ce regard changeait tout autour. On lui disait souvent que l'histoire aime les guerres retentissantes, mais elle savait que les tournants les plus marquants se cachent dans les petits détails du quotidien. Dans un rouleau retardé, dans un seau mal apposé, dans la visite tardive d'une personne que personne n'attendait. À cette époque, des troupes de soldats venant de l'Ouest se dirigeaient vers la capitale. La ville bourdonnait comme une foire. Dans les rues, on discutait des routes, des provisions et des droits de passage. Au palais, les courbettes polies cachaient la fatigue, l'irritation et la crainte que la force étrangère ne s'enfonce trop profondément. Anna écrivait à ce sujet de manière concise et claire, s'efforçant de noter l'évidence sans pour autant perdre le sens. Elle remarqua que plus les bannières étrangères s'approchèrent des portes, plus les conversations à la porte du bureau de son père devenaient silencieuses. Un soir, le vieux eunuque Mikhaïl apporta un rouleau. Il dit qu'il l'avait reçu à la porte par un homme qui s'était présenté comme un pèlerin et lui avait demandé de transmettre le rouleau aux archives, comme s'il s'agissait d'un simple registre sur le grain. Michel fit remarquer que le messager avait des chaussures propres, alors que les routes étaient boueuses et les mains couvertes de graisse chaude, comme s'il venait de manger de la viande grasse, alors que le jeûne était strictement observé dans la ville. Anna acquiesça et demanda de laisser le rouleau sur la table. Elle décida de l'ouvrir le lendemain matin afin de vérifier le sceau par rapport au registre. La nuit fut agitée. Elle nota dans sa chronique quelques lignes sur une nouvelle dispute entre les chevaliers latins et les artisans de la ville au sujet du prix du fourrage. Puis, elle jeta à nouveau un coup d'œil au paquet. Le sceau était apposé correctement, mais la cire avait une teinte terne et une odeur étrange, rappelant la résine des ateliers des charpentiers de marine. Une minuscule fissure était visible sur le bord de l'empreinte, comme si le sceau avait été retiré puis replacé. Anna appela le jeune scribe Nikita. Il travaillait dans son bureau depuis 2 hivers et se distinguait par sa diligence et sa grande précision dans la description des dates, qu'il notait toujours en lettres, ne faisant pas confiance aux chiffres. Nikita remarqua que le sceau appartenait au département chargé des voies d'approvisionnement, mais qu'il manquait une fine ligne dans le motif. Il dit que le sceau semblait avoir été gravé par quelqu'un qui connaissait bien ce type de sceau, mais qui n'avait jamais tenu l'original entre ses mains. Mikhaïl se méfia et insista pour que le paquet soit ouvert au-dessus d'un plateau en cuivre recouvert de charbon, comme on l'avait appris à la garde du palais, au cas où il contiendrait des poudres ou des poisons. À l'intérieur se trouvait une note avec de brèves annotations et une feuille sur laquelle étaient dessinés des lignes et des points, comme s'il s'agissait d'un dessin maladroit. Anna reconnut le code. Les lignes représentaient les noms des monastères, les points, les personnes qui pouvaient confirmer les anciennes promesses. Dans les marges s'étendait une série de signes conventionnels soignés, des cercles, des croix, des petits oiseaux. Elle se souvint de la minuscule bibliothèque du couvent, située à l'extérieur de la ville, où, dans sa jeunesse, elle avait vu un code similaire dans la correspondance entre la mère supérieure et l'intendant. À l'époque, le cercle désignait une personne sur laquelle on pouvait compter, et l'oiseau, une fausse recommandation. Anna emporta le rouleau aux archives
afin de comparer le manuscrit avec des échantillons. À ce moment-là, des négociations de paix avaient lieu au palais pour déterminer la répartition des provisions et le serment que prêteraient les chefs occidentaux. Tout le monde souriait, mais les sourires étaient secs. En apparence, c'était un mélodrame avec des orgueils blessés et des rancunes pour la première place à table. À l'intérieur, cela ressemblait déjà à un thriller, car trop de gens voulaient que la chronique d'Anna consigne les mots qui leur convenaient. Dans les archives, parmi la poussière des vieilles cartes, des registres de tissage et des lettres au trésorier, Anna appela Todora à l'aide. Elle travaillait à la blanchisserie et était enregistrée auprès de l'archiviste comme aide. On la considérait comme une ombre muette, car elle parlait rarement et gardait toujours les mains dans l'eau, essorant le tissu lourd. Todora savait trouver les objets perdus dans les paniers, et en quelques minutes, elle classait les tissus par date et par propriétaire. Mikhaïl avait remarqué un jour qu'elle regardait les objets comme un copiste regarde les lignes. Il l'avait amenée aux archives pour l'aider avec les registres. Todora regarda la feuille avec les lignes et passa légèrement son doigt sur l'encre. Elle dit que les lignes étaient tracées sur un dessin fin, comme si quelqu'un avait d'abord esquissé une route, puis ajouté un code. Elle remarqua qu'un point était légèrement plus épais que les autres et décalé par rapport à la grille générale. Cela signifiait qu'il avait été ajouté plus tard et que la main de celui qui l'avait fait tremblait. Anna s'intéressa à la question. Todora ajouta qu'elle avait vu le porteur qui se plaignait d'une odeur étrange de résine fraîche dans les ateliers. Il avait dit que les artisans sculptaient les seaux dans de la cire fraîche lorsqu'ils étaient payés immédiatement en argent. Anna décida de vérifier les listes des personnes autorisées à toucher les seaux. Un nouveau greffier, récemment engagé sur recommandation d'une famille noble, figurait sur la liste. Les recommandations étaient signées par un vieil aristocrate connu pour ses relations avec des marchands étrangers. Anna se souvint que dans le passé, cette maison avait déjà demandé de l'argent au trésor public pour réparer des navires, puis avait mis longtemps à rembourser sa dette. Dans la marge de ses notes, elle ajouta une remarque prudente, indiquant que le nom de cette famille apparaissait souvent en rapport avec les voies d'approvisionnement. Le même jour, un simple colis contenant du poisson séché destiné à la cuisine fut livré. Mikhaïl demanda à un domestique de le porter dans l'arrière-boutique, car l'odeur était forte. Lorsqu'on commença à déballer le colis, un mince tube de cuivre en tomba. À l'intérieur se trouvait un morceau de parchemin avec une courte note et le signe de la même famille. Le parchemin indiquait que la semaine suivante, des personnes souhaitant rencontrer des mandataires au sujet des listes de tribus arriveraient au port. Cela ressemblait à une correspondance commerciale ordinaire, mais le mode de transmission dans un tonneau de poisson était trop secret pour une transaction habituelle. Une situation banale liée à l'achat de poissons s'était transformée en source d'inquiétude. Mikhaïl ordonna d'examiner de près les relations des fournisseurs et Anna nota dans son journal que les petites affaires courantes menaient souvent à des personnes qui disposaient réellement de l'argent et du destin des autres. Pendant ce temps, Nikita lui apporta un rouleau qu'il avait trouvé dans un coffre éloigné. Il dit qu'il cherchait des listes d'impôts et qu'il avait trouvé une lettre cachée dans un double fond. La lettre était ancienne et concernait une promesse de mariage de longue date qui n'avait jamais été reconnue. Elle mentionnait une jeune femme de province et un homme dont le nom était prononcé avec respect dans la capitale. La lettre était rédigée avec prudence, sans aveu direct, mais elle comportait une date écrite en toutes lettres et une allusion à un témoin qui pouvait confirmer les faits. Anna mit la lettre de côté, mais ne la chassa pas de ses pensées. Elle remarqua que Nikita était plus pâle que d'habitude et regardait de plus en plus souvent sa main, où il avait une fine cicatrice en forme de demi-cercle. Un jour, au marché municipal, Anna avait vu chez un enfant une cicatrice identique laissée par un bracelet à fermoir pointu. Sa mémoire avait noté cette coïncidence. Une marchande de Venise arriva en ville. Elle était veuve
et menait ses affaires avec fermeté, mais honnêtement. Son navire avait apporté des tissus et des huiles, et elle trouva rapidement un terrain d'entente avec le trésorier, qui en avait assez des promesses vaines. La marchande proposa d'avancer l'argent pour le grain destiné aux troupes de passage, si la cour lui permettait de transporter les titres de valeur dans l'un des monastères sous bonne garde, afin d'éviter les vols dans le port. Le trésorier a déclaré que cela ressemblait à un piège, mais elle a répondu par l'intermédiaire d'un médiateur qu'elle ne jouait pas double jeu. Michaïl, apprenant cela, a fait remarquer qu'on pouvait lui faire davantage confiance qu'à ceux qui parlent beaucoup de foi tout en demandant trop. Anna a décidé d'accepter la proposition. Elle a dit qu'une partie des copies d'archives pouvait effectivement être transportée au monastère et qu'on pourrait en profiter pour vérifier qui tenterait d'arrêter la caravane. Cela ressemblait à une simple mesure administrative, mais en réalité, c'était un appât pour ceux qui avaient l'habitude de travailler dans l'ombre. Des rumeurs circulaient dans la ville au sujet d'un prochain changement parmi les hauts dignitaires. Quelqu'un a dit qu'une lettre était en cours de préparation concernant la renonciation volontaire au droit d'un des parents de l'empereur en faveur d'un autre, plus commode pour les étrangers. Anna connaissait la valeur de telles rumeurs. Elle comprit que le complot était lié à la substitution des sceaux et à ce mystérieux code où les points promettaient la confirmation d'anciens accords. La veille du départ de la caravane de la ville vers le monastère, Nikita vint voir Anna pendant la nuit. Il lui dit qu'il voulait lui montrer un signe sur une vieille lettre de mariage. Il lui montra une couture à peine visible qui collait le bord du parchemin. Ce type de couture était utilisé dans les villages du Nord où elle était connue grâce au métier des forgerons. Nikita raconta que sa mère lui avait parlé d'un homme qui avait autrefois promis de reconnaître son fils, mais qui avait ensuite disparu. Il prononça un nom qui fit tilt dans la tête d'Anna. Ce nom correspondait à celui d'un homme de la maison, dont le sceau apparaissait dans les recommandations et les registres comptables. Anna comprit qu'elle tenait entre ses mains le fil conducteur d'un revirement, lié non seulement au trésor et au sceau, mais aussi au sang. Elle nota dans la chronique que dans l'Empire, le sang coule rarement en ligne droite et passe souvent par des nœuds oubliés. La caravane partit à l'aube. Michaïl monta sur un mulet, accompagné d'une petite escorte. La marchande fournit plusieurs personnes expérimentées, capables de conduire des charrettes dans les rues étroites et connaissant les signes distinctifs des quartiers malfamés. Todora était assise sur la charrette arrière, comme une simple servante, mais elle tenait dans ses mains un sac contenant des copies du code et un petit couteau à tissu. On lui avait demandé de surveiller les motifs sur les routes, comme elle surveillait les taches sur les vêtements. À un croisement, 2 mercenaires se sont joints à la caravane, se présentant comme des gardes du port. Ils ont déclaré avoir reçu l'ordre d'escorter les charrettes en raison de la recrudescence des attaques. Michaïl a répondu que cet ordre ne pouvait être valable que s'il était écrit sur un document portant le sceau du trésor public et a montré sa plaque. Les mercenaires hésitèrent, mais ne se détachent pas. Todora remarqua alors que la botte droite de l'un d'eux était recouverte de résine brillante et murmura à Michaïl qu'il s'agissait de résine provenant de l'atelier des imprimeurs. Il comprit alors que ces hommes étaient liés à ceux qui fabriquaient de faux sceaux. Dans une ruelle étroite, les mercenaires ont tenté de leur barrer la route. Michaïl a fait signe au cocher de ralentir et a levé la main, comme pour leur céder le passage. Il a dit qu'il remettrait au chef la charrette avec les papiers s'il signait un reçu, et a sorti un parchemin lisse, préparé à l'avance par Anna. À ce moment-là, des gardes sortirent de la ruelle, que la marchande avait convaincu de venir, en leur payant une dette récente. Ce fut là l'intervention inattendue d'une personne extérieure. La marchande n'avait pas de titre élevé, mais elle disposait des relations et de l'argent nécessaires pour mettre de l'ordre là où la cour tirait. Les mercenaires ont tenté de s'enfuir, mais l'un d'eux a été arrêté. On a trouvé sur lui un petit tube en cuivre,
identique à celui qui avait été retiré du tonneau de poisson. Dans le tube se trouvait une courte liste avec les noms de ceux qui devaient leur confirmer la fausse lettre de renonciation volontaire aux droits de leurs parents. Les noms correspondaient aux cercles et aux oiseaux du code. Anna a réuni un petit groupe de personnes en qui elle avait confiance. Elle a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser l'histoire du code, non pas pour infliger une punition ostentatoire, mais pour inciter ceux qui n'avaient là pas encore franchi la ligne à avouer. Elle savait qu'une accusation publique contre une grande maison pouvait conduire à une révolte, mais qu'une chronique bien rédigée et un moment bien choisi pouvaient amener les coupables à se rétracter d'eux-mêmes. À cette époque, Nikita ne dormait presque pas. Il trouva dans les archives un autre détail. Au dos d'une vieille lettre était inscrit un mot que sa mère lui répétait dans son enfance comme une incantation secrète. Ce mot appartenait au vocabulaire domestique d'un village précis, où se trouvait la forge de la famille, dont le nom apparaissait désormais dans les listes de la capitale. Nikita pâlit et déclara qu'il était prêt à confirmer qu'il était le fils de cet homme. Il savait que cette découverte ne lui apporterait pas grand-chose personnellement, mais qu'elle aiderait à expliquer pourquoi la maison avait soigneusement caché cette ancienne relation. Mikhaïl réagit calmement à cette confession. Il dit qu'il ne fallait pas se précipiter dans de telles affaires et que la parenté devait être prouvée non seulement par des mots, mais aussi par des objets. Todora apporta alors une ceinture qu'elle avait trouvée dans une boîte contenant de vieux objets. La ceinture était tissée d'une manière particulière, comme dans les villages du Nord, et avait le même fermoir pointu qui laisse une cicatrice semi-circulaire. Nikita montra sa cicatrice. La coïncidence était encore plus forte. Anna décida d'agir avec prudence. Elle rédigea une note dans laquelle elle résuma les informations sur les faux sceaux et sur les personnes qui avaient participé à la tentative de faire passer des faux papiers dans la caravane. Elle ne nomma pas directement la maison principale, mais donna suffisamment de détails pour que ceux qui devaient de comprendre comprennent. La note est parvenue à ceux qui attendaient une raison pour cesser de soutenir des alliés douteux. Plusieurs petits fonctionnaires ont refusé d'apposer leur signature. L'un des ateliers d'impression a fermé ses portes. La maison en question a commencé à rejeter la faute sur les mercenaires et les petits intermédiaires. Ils ont déclaré n'avoir jamais interféré dans l'affaire de succession, mais avoir seulement aidé les gens dans leur correspondance. Anna connaissait la valeur de ces paroles. Sa tâche n'était pas de faire une révélation fracassante, mais de faire en sorte que la substitution de la lettre devienne impossible. Elle ordonna une nouvelle vérification de tous les cachets. Dans les bureaux, on ordonna d'apporter les registres manuscrits. Cela ralentit le travail, mais mit en lumière d'étranges coïncidences. La nouvelle vérification fit ressortir d'anciennes lettres concernant cette promesse de mariage. L'une d'elles portait la signature d'un témoin qui était désormais sous la protection de la maison. Un fragment fortuit du passé devint un lien solide avec le présent. Pendant ce temps, une nouvelle menace pesait sur la ville. L'un des serviteurs qui aidait à décharger les charrettes tomba soudainement malade. Ses lèvres étaient enflées et une étrange brûlure était apparue sur sa paume. Le médecin dit que cela ressemblait à une trace de mélange toxique dont on enduisait parfois les seaux pour empêcher qu'ils ne soient ouverts inutilement. Anna comprit que le jeu allait trop loin. Elle décida d'emporter une partie des copies dans le couvent où elle avait autrefois étudié. La caravane repartit. Cette fois-ci, elle n'était pas escortée par les gardes de la ville, mais par des moines. À la porte, un homme vêtu d'un manteau coûteux s'approcha d'eux. Il dit qu'il représentait les intérêts d'une maison influente et que la caravane devait s'arrêter. Il présenta une lettre scellée. Todora demanda à tenir la lettre à la lumière et remarqua un minuscule grain de sel collé au bord de la cire. Cela n'arrive pas avec un vrai seau qui est apposé dans une pièce sèche. Elle dit que le seau avait été fait à la hâte dans la cuisine. Mikhaïl acquiesça et ordonna de continuer. L'homme au manteau comprit qu'on ne l'écoutait pas et battit en retraite. Il devint vite évident
que la maison n'était pas prête pour une confrontation ouverte. La lassitude face aux querelles grandissait dans la ville, et la marchande qui avait investi l'argent disait à tout le monde qu'elle en avait assez des jeux des autres. Ces paroles se répandirent sur le marché plus vite que les décrets. Le soir venu, Anna rassembla tous les indices, le code avec les lignes, la lettre de promesse de mariage, la ceinture avec la trace du cadenas, les tubes de cuivre, le sel sur le seau, et les plaça dans son carnet, de manière à ce que chaque couche confirme l'autre. Elle ne fit pas de longues conclusions, mais se contenta d'exposer les faits en les datant et en ajoutant une remarque laconique sur la coïncidence des indices. Ce n'était pas une accusation grandiose, mais un récit calme de ce qui s'était passé. Nikita lui a demandé d'ajouter une ligne indiquant qu'il reconnaissait le lien de parenté et ne revendiquait rien d'autre que le droit de nommer sa mère sans honte. Anna a accepté, mais a décidé de ne pas mettre cela en avant. Elle comprenait que dans sa chronique, il y avait une place pour une personne qui restait dans l'ombre et faisait le bon choix, sans demander de récompense. Mikhaïl a proposé de confier une partie des découvertes au monastère pour qu'il les conserve. Il a dit que les murs du monastère gardaient mieux les secrets que ceux du palais. Anna accepta. Elle ne savait pas encore que le chemin vers la fin mènerait à une scène où ceux qui étaient méprisés se révéleraient plus forts que leurs parents nobles, et où l'homme qui se tenait dans l'ombre deviendrait celui qui garderait la terre sous ses pieds. L'été devint plus chaud. La ville était fatiguée et apathique. Sur les marchés, on ne discutait plus que de pain et d'eau. Dans un tel brouhaha, les affaires importantes se cachaient comme des poissons sous la vase. Anna remarqua que lorsque les gens se lassaient de parler de la guerre, ils prêtaient plus facilement attention à ceux qui promettaient des solutions rapides. Ceux qui voulaient réorganiser les droits et les places à table à l'aide de faux papiers l'avaient bien compris. La maison de l'aristocrate, dont le sceau apparaissait dans toutes les affaires douteuses, recevait de plus en plus souvent la visite d'étrangers. Ils disaient vouloir la paix, mais apportèrent des cadeaux qui en disaient long. À l'intérieur du palais, personne ne voulait d'un affrontement direct. Anna décida qu'il était temps de passer d'une dispute silencieuse sur des papiers à une action claire qui ne permettrait pas de faire marche arrière. Elle demanda au trésorier d'organiser une exposition publique des sceaux pour tous les scribes et maîtres artisans. L'exposition eut lieu sur la place près des archives. On apporta des morceaux de cire, des matrices de sceaux, des registres où chaque ligne était écrite en toutes lettres. Todora se tenait à l'écart, un panier de tissu à la main, comme si elle était venue pour son travail quotidien. Les invités occidentaux, ayant entendu parler de cette réunion inhabituelle, vinrent également. Ils étaient curieux de savoir comment l'Empire maintenait l'ordre. La démonstration commença par une chose simple. Sous les yeux de tous, le maître apposa le sceau du trésor sur la cire et se mit aussitôt à parler des détails qui distinguent un vrai sceau d'un faux. Il montra la fine ligne qui était faite à la fin et la saillie à peine visible qui apparaissait sous un certain angle. Tout le monde a noté cela dans ses blocs-notes. Anna a fait remarquer que les gens aiment les règles simples si elles sont présentées ouvertement. Puis, le vieux maître sortit le sceau qui avait été confisqué aux mercenaires arrêtés. Il l'appliqua sur la cire et un motif apparut à la surface dans lequel il manquait justement cette ligne. Il dit que c'était l'œuvre d'un imitateur habile, mais pas de celui qui avait tenu l'original entre ses mains. La foule se mit à murmurer. La maison de l'aristocrate sentit le danger et tenta de tout arrêter. Leur homme dit que le temps était écoulé. Mais la marchande qui avait investi l'argent dit par l'intermédiaire du scribe que son contrat avec le trésor public contenait une clause lui donnant le droit d'assister à la vérification, et elle insista pour que celle-ci se poursuive. Anna a choisi le moment opportun et a demandé à Todora de sortir du panier le morceau de tissu avec lequel les ouvriers essuyaient les tampons. On pouvait voir des traces de sel et de résine sur le tissu. Todora, sans élever la voix, mentionna que le sel était pris dans la cuisine de la maison
d'un aristocrate de la rue voisine, car il y était moins cher et que ses grains se retrouvaient toujours sur les bords des produits. Ce simple détail du quotidien devint soudainement la clé d'une grande supercherie. La place eut le souffle coupé, non pas à cause de cette révélation fracassante, mais à cause de la clarté avec laquelle un objet banal avait permis de relier tous les événements. Anna n'a pas cité de nom. Elle a simplement recommandé au trésorier de suspendre temporairement la délivrance de papiers pour les missions extérieures à ceux dont les cachets n'avaient pas été approuvés et a ordonné de renforcer la sécurité de l'imprimerie. Le lendemain, l'imprimerie qui fabriquait les faux documents a fermé ses portes et son propriétaire est parti en direction du port. Dans la ville, cela a été perçu comme un aveu de culpabilité, mais la maison de l'aristocrate n'avait pas l'intention de céder. Ils ont décidé de frapper là où ça fait mal, en s'en prenant aux personnes qu'ils considéraient comme vulnérables. Le soir, ils ont organisé une inspection dans la blanchisserie. Les gens de la maison sont arrivés avec un ordre disant que les tissus nécessaires au palais avaient été volés et cachés chez Todora. Ils comptaient sur la peur et la honte. Todora a montré ses paniers en silence. Dans l'un d'eux se trouvait un petit paquet qui n'était pas là auparavant. À l'intérieur se trouvait une bague en or avec le même motif que celui des faux sceaux. Todora fut emmenée à la guérite. Elle ne pleura pas et ne discuta pas. Mikhaïl est venu et a dit qu'il avait vu un serviteur inconnu entrer dans la buanderie par la porte de service pendant la journée. Il a regretté de ne pas l'avoir arrêté, car il pensait qu'il portait un sceau. Il a soupiré et ajouté que des erreurs pouvaient arriver, mais qu'elles pouvaient être corrigées si l'on trouvait les bons témoins. Anna comprit que cette simple scène de vérification du linge s'était transformée en un véritable suspense. Elle décida de ne pas laisser ses ennemis faire traîner l'affaire en longueur. Elle demanda à la marchande de jouer le rôle de médiatrice, car celle-ci avait le droit de se présenter à la guérite en tant que personne ayant fourni une protection à la caravane. La marchande est venue et a déclaré avoir vu ce serviteur à la porte de son entrepôt alors qu'il tentait de sortir une caisse. Elle a décrit sa démarche et a noté qu'il boitait de la jambe gauche. Mikhaïl a confirmé qu'un homme, correspondant à cette description, était entré dans la blanchisserie. Anna sortit alors du coffre un ancien inventaire des biens de la maison de l'aristocrate et y trouva une mention du serviteur avec la même remarque. La mention avait été faite de la main du scribe qui avait récemment apporté une recommandation en faveur du nouvel employé à l'imprimerie. Ainsi, les indices discrets s'assemblaient en une chaîne logique. Todora fut libérée. Personne ne s'excusa sur la place, mais les gens virent qui était le maillon fort de cette chaîne. Todora, qui était auparavant considérée comme une personne silencieuse et travailleuse, se tenait ce soir-là bien droite et regardait les personnes rassemblées sans baisser les yeux. Il était déjà difficile de l'imaginer comme une simple blanchisseuse. La maison de l'aristocrate a commencé à perdre des gens. Il comprenait qu'il n'y aurait pas de coup direct, mais une série de signes et de détails s'étaient accumulés à leur détriment. Il ne leur restait plus qu'à se protéger derrière une piété ostentatoire. Ils décidèrent de faire un don à l'Église et demandèrent à Anna de le noter dans la chronique. Elle le nota, mais ajouta une remarque laconique indiquant que les dons étaient apparus le lendemain de la vérification des sceaux et de la blanchisserie. À ce moment-là, Nikita se décida à faire un dernier pas. Il apporta à Anna une petite icône en bois qu'il portait sur sa poitrine. À l'intérieur, sous une fine plaque, se trouvait une mèche de cheveux et un petit papier avec le nom de sa mère et le symbole de sa maison. Cette icône lui avait été remise par un vieil homme sur la route quelques années auparavant, qui lui avait dit qu'un jour, Nikita comprendrait où la porter. Nikita a déclaré qu'il était prêt à confirmer devant le monastère et les archives qu'il était le fils de l'homme de la maison qui tentait maintenant de faire éclater la vérité. Il ne voulait pas gêner la cour et demandait seulement que l'ancienne erreur soit reconnue.
Anna réfléchit. Elle comprenait que cette démarche pouvait rendre publique une affaire de famille. Mais elle savait aussi que sans cette clarification, la maison continuerait à jouer. Elle décida que la confession de Nikita ne serait pas une arme contre quelqu'un en particulier, mais un soutien pour rétablir la justice. Mikhaïl proposa d'organiser une petite réunion importante au monastère. L'archiviste, la mère supérieure, la marchande, 2 scribes et un vieux juge qui se souvenait de nombreux vœux des années précédentes étaient présents. Nikita raconta son histoire calmement, sans se plaindre. Il a dit qu'il ne revendiquait ni place ni titre. Il voulait seulement que le nom de sa mère cesse d'être un son vide de sens. Il a reconnu que la bague trouvée dans la buanderie avait été placée là par des gens de la maison afin de salir la réputation de Todor. Le juge l'écouta et dit qu'il avait suffisamment de preuves, la cicatrice du château, la ceinture du village du Nord, l'icône, la mention dans une vieille lettre avec la date écrite en toutes lettres. Il dit que dans une telle affaire, la vérité n'était pas un cri retentissant, mais un ensemble de coïncidences discrètes. Le lendemain, Anna a rédigé un compte-rendu dans lequel elle a consigné les résultats. Les sceaux ont été rendus à des maîtres de confiance, les caravanes sont protégées, il n'y a plus de contrôle secret dans la blanchisserie, et un homme du nom de Nikita a reconnu ses origines et renoncé à toute prétention. Elle a ajouté que la maison, qui jouissait depuis longtemps du respect, serait désormais jugée non pas sur ses paroles retentissantes, mais sur le petit grain de sel sur la cire qui avait révélé son véritable lieu de travail. La ville a progressivement repris son souffle. Les dirigeants occidentaux ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher et sont repartis chaleureusement. Ils se moquaient bien de savoir qui apposait les sceaux dans la capitale. Mais pour les gens à l'intérieur des murs, beaucoup de choses avaient changé. Désormais, tout le monde savait qu'une fine ligne sur la cire était plus importante qu'un discours retentissant sur la place publique. Todora obtint le poste de gardienne des tissus et des listes. Beaucoup ont été surpris. On la considérait comme trop simple. Mais sa capacité à voir des traces sales, là où d'autres ne voyant qu'une toile immaculée, s'est avérée plus importante que de belles phrases. Elle n'est pas devenue arrogante. Elle a continué à travailler de ses mains, mais on lui demandait désormais d'examiner les documents comme elle examinait le linge. Ses meilleures qualités se sont révélées précisément lorsqu'il fallait remarquer les petits détails. Mikhaïl s'est discrètement effacé. Il n'a pas demandé de récompense. Anna a remarqué que ces personnes sont plus solides que celles qui aiment se mettre en avant. Elle a écrit dans son journal que le vieux serviteur avait pris les devants au moment opportun, réunissant les personnes nécessaires et sauvant Todora d'une accusation infamante. Il est devenu ce héros méconnu qui, dans une scène clé, ne s'est pas proclamé haut et fort, mais est simplement resté debout alors que les autres battaient en retraite. La marchande est retournée à ses affaires. Elle n'a pas demandé de faveur et n'a pas rappelé que son argent et ses paroles justes avaient mis fin au mauvais jeu de quelqu'un. L'Empire remercie rarement ces personnes par écrit, mais Anna se souvenait de son rôle. Elle savait que parfois, les yeux du chroniqueur n'avaient pas besoin d'armoiries, mais simplement d'une simple mention d'une personne qui avait dépensé son argent à temps et ainsi empêché les sceaux étrangers d'entrer en vigueur. Nikita avait décidé de se retirer dans un monastère. Il disait qu'il lui serait plus facile d'y mettre de l'ordre dans les mots que de mettre de l'ordre parmi les gens en ville. Il remercia Anna pour sa discrétion et lui dit qu'elle avait préservé son nom d'une gloire vaine. Anna voyait en lui non pas la victoire du sang sur le sang, mais celle du choix serein sur le tumulte. Il restait un dernier nœud à dénouer. La maison de l'aristocrate, privée d'ombre et de ses habitudes, a tenté de se racheter une nouvelle réputation en se réfugiant sous l'aile de plusieurs chefs occidentaux. Ils ont dit que la maison leur était utile, mais lorsqu'on leur présenta des registres secs, où les dates étaient écrites en lettres et où gisaient à côté des morceaux de cire aux lignes irrégulières, les chefs se retirèrent.
Il n'avait pas besoin de la saleté des autres. L'affaire se termina donc non pas par une exécution ou un tonnerre, mais par un silence qui expliquait clairement tout ce qu'il fallait comprendre. Anna ferma le livre. Elle savait que l'histoire aime les scènes spectaculaires, mais que la véritable justice arrive souvent au moment où la plume pose le dernier point et où personne n'applaudit. Elle repensa à son travail des derniers mois et y vit non seulement l'histoire d'étrangers et de sots, mais aussi celle de personnes qui vivaient à proximité. La femme de la blanchisserie, que l'on considérait comme une ombre, était devenue la gardienne des listes. Le vieux serviteur, que l'on oubliait après chaque mission, était devenu le lien entre les différents éléments. La marchande d'une ville lointaine était devenue la personne qui avait mis fin à la violence sans recourir à l'épée. Le jeune scribe, dont le nom n'était jamais prononcé lors des banquets, a trouvé sa place là où les mots sont plus importants que les titres. Elle a écrit que la chronique vue depuis le trône n'avait pas à être froide. Elle devait être précise. La précision ne nuit pas à la dignité et n'embellit pas le mensonge. La précision donne au lecteur la possibilité de tirer ses propres conclusions sans fioritures inutiles. Ce soir-là, elle entendit à nouveau un bruissement derrière le paravent. Mikaïl entra et dit que le calme était revenu dans la cour. Il ajouta que la ville se disputait à nouveau pour du pain et de l'eau, ce qui signifiait que la vie reprenait son cours normal. Anna acquiesça. Elle savait qu'elle reprendrait la plume le lendemain matin. Elle laissa une petite note dans la marge. Cette fois-ci, l'histoire ne s'était pas effondrée dans le vide, car elle avait été sauvée par des personnes sans nom. Elle souhaitait à ceux qui ouvrirent son journal de ne pas y chercher de miracle ni de passion, mais de voir dans les détails ce qui mène réellement au dénouement. Que le lecteur comprenne comment un simple paquet de poissons se transforme en un signe dangereux, comment un simple tissu entre les mains d'une blanchisseuse révèle le sel du mensonge, comment une petite cicatrice au poignet rappelle une vieille promesse qui revient après des années. Qu'ils comprennent pourquoi un bienfaiteur inattendu au bon moment est plus important qu'un allié influent, pourquoi un talent caché l'emporte sur le statut social et pourquoi une personne sous-estimée résiste mieux aux coups que celles qui sont habituées à être adulées. Cette histoire n'est pas devenue une chanson aux paroles grandiloquentes. Elle est restée un récit où chaque action découlait du choix des personnes. Ce ne sont ni les dieux, ni le hasard qui ont sauvé l'ordre, mais l'attention portée aux détails et la détermination là où la peur régnait. C'était là la clarté morale qu'Anna recherchait. Et c'était là son triomphe discret, en tant que chroniqueuse, qui entendait les chuchotements de la cour, mais écrivait de manière à ce que tout le monde puisse la lire, peu importe où il se trouvait, près du foyer, au marché ou dans la salle du palais. Anna ferma la fenêtre. La nuit ramena les ombres, mais elle n'avait plus rien de menaçant. Quelque part dans le monastère, un jeune scribe alluma une bougie et étala des feuilles vierges. Dans la buanderie, Todora décrocha les draps secs de la corde à linge et les plia soigneusement, comme on plie les pages d'un livre. Dans l'entrepôt de la marchande, sous un couvercle poussiéreux, se trouvait un petit tube de cuivre vide, transformé en souvenir inoffensif d'une minuscule victoire sur la ruse d'un étranger. Et dans les archives, au fond d'un grand coffre, se trouvait une ceinture avec un cadenas pointu, comme pour rappeler que le passé ne disparaît pas, mais attend le moment propice pour ajouter une nouvelle ligne silencieuse à la fin. C'est ainsi que s'acheva ce cycle d'écrits. Sans tonnerre, mais avec une conclusion claire, et si quelqu'un ouvre le rouleau dans de longues années, il verra non seulement les champs labourés et les campagnes, mais aussi comment les gens simples, souvent ignorés, maintiennent en place les grandes pierres, et il comprendra pourquoi, dans cet empire, l'histoire doit être écrite avec des mots et non avec des cris, et pourquoi une plume qui trace une ligne précise est parfois plus forte qu'une dizaine de lances aux portes.